Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conf. Je vous présente Anthony, qui nous vient de Cholet, qui va nous présenter un sujet tournant autour d'Angular. Donc merci Anthony d'être venu. Et la parole est à toi pour les 50 prochaines minutes. Je vous encourage juste un petit truc. Il y a sur le site du DevQuest une partie feedback. Donc, je vous encourage à mettre vos commentaires. Que ce soit pour le rassemblement en général ou pour la conf, ça nous est très utile. Les liens vous seront donnés en fin de slide, pas d'inquiétude. À toi Anthony. Ok, alors j'attends de voir mes slides, c'est bon. Du coup, adieu RxJS, vive les signals, c'est un peu le message qu'on entend depuis 2 ans. On va voir si c'est aussi simple que ça. Je vais commencer par me présenter. Du coup, moi c'est Anthony, je suis développeur web chez Sphere. Si vous êtes curieux de la boîte, venez me voir, je serai là pendant la conf. Je vais mettre l'accent surtout sur mes activités communautaires. Le premier logo, c'est Angular Dev France. Donc on a principalement 3 grosses activités. Donc récemment, il y a eu NG Baguette, c'est pour ça que j'ai le t-shirt aujourd'hui. Donc c'est une conf qu'on a organisée 100% Angular en France. C'était pas arrivé depuis 2018. C'était super. On le refait l'année prochaine, n'hésitez pas à venir. Et on a un meet-up en ligne tous les mois où du coup on invite des gens incroyables. Franchement, je pensais pas arriver à inviter des gens aussi ouf pour parler d'Angular en ligne sur YouTube. Et on a WoW, Women Only Workshop, qui est l'idée, c'est d'introduire les femmes à la tech à travers Angular, dans un cercle un peu restreint, un peu confidentiel. Si vous êtes curieux, venez me voir, on est toujours intéressé pour faire grossir le mouvement. Et la petite part pizza, c'est un apéro mensuel que j'organise sur Nantes. Si vous êtes curieux, venez me voir. Je vais pas en parler plus que ça, c'est pas le sujet du jour. Rentrons dans le vif du sujet, et je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire. Donc, on va venir un peu à la préhistoire du web. Ah, c'est pas si vieux que ça, vous inquiétez pas. Pour moi, c'est un peu 2010 et avant. Voilà. Donc, pour le web, c'est très loin, mais c'est pas si vieux que ça en vrai. Donc, grosso modo, pour moi, pourquoi je dis que c'est la préhistoire du web, c'est en gros, c'est l'avant framework. Donc, c'est à l'époque où on avait globalement du Vanilla et du jQuery ou d'autres alternatives. Pour certains ont peut-être connu des Mootool, par exemple. Passons. Si vous voyez ce que c'est jQuery, c'est à peu près ça l'idée. Donc c'est vraiment, on faisait globalement du JS, pas de build, des fois un petit peu de bundle, mais à peine. On faisait essentiellement du add event listener pour essayer de réagir à quelques éléments pour créer un peu d'interactivité qu'on n'arrivait pas à faire autrement. Et on avait tendance à tout mélanger entre ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, et la réaction, et un peu tout combiné. Donc on avait vite fait du code très spaghetti. Je pense que beaucoup de gens ont détesté JS de cette époque à cause de ça. À l'époque, on ne parlait pas de réactivité. Et c'est ça qui est un point clé d'aujourd'hui, c'est vraiment la réactivité. C'est ça qui, pour moi, va tout changer. Mais c'est quoi la réactivité? Parce que c'est le truc qu'on nous bassine continuellement depuis quelques années, là, mais on définit rarement ce que c'est. Donc, définition très basique, la réactivité, le fait de réagir. Un peu facile. Bon. Prenons une définition un peu plus intéressante. Donc, je vais citer celle-là, parce que je l'aime bien. A declarative programming model for updating based on changes to state. Donc, en gros, l'idée, c'est on va avoir un état, on va avoir quelque chose qui va réagir à cet état, et le comment on va le faire, comment ça va réagir, c'est pas notre problème. On va déclarativement dire on a un état, on veut en faire quelque chose, et la connexion, on s'en occupe pas. C'est ça le côté réactivité. C'est vraiment le côté déclaratif. Et pour moi, le premier framework qui a vraiment introduit ça, ça va peut-être rappeler des cauchemars à certains, c'est AngularJS. AngularJS, c'est pour moi le premier vrai framework du monde moderne. C'est lui qui a créé tous les fondamentaux des frameworks qu'on a aujourd'hui. De bonne façon ou de mauvaise façon, c'est pas le sujet. Mais vraiment, c'est ça qui a tout créé. Et tout fonctionnait à base de Watcher. Ça a l'avantage d'être simple. Donc, vous déclarez dans un coin vos variables. D'autre côté, vous dites vos variables vont arriver dans votre template. Et Angular va régulièrement aller regarder vos variables pour savoir s'il faut les mettre à jour. Donc, le régulièrement, se discute, parce que c'est pas forcément toujours rapide. Le fait qu'il regarde toutes les variables crée quelque chose qui devient assez vite très lent et très lourd. Mais ça a le mérite de fonctionner.
ça a eu le mérite à l'époque de répondre à la problématique qu'ils avaient et qu'ils cherchaient à remplir. Par contre, ça a plein de problèmes. C'est que, comme je disais, c'est pas forcément très perf, c'est lourd, c'est lent, parce que forcément, si on a une boucle, on a un 2 watch, ça veut dire qu'on a un tick. Donc c'est-à-dire qu'à rythme régulier, on a les watchers qui vont aller regarder, mais du coup, si entre 2 ticks, on ne peut rien mettre à jour. Enfin, il n'y a rien qui va se mettre à jour explicitement dans l'interface. Et du coup, on obtient plein de limitations à droite à gauche et plein de trucs assez affreux qui peuvent se produire quand les apps grossissent. Si vous êtes curieux, j'ai des anecdotes à ce sujet après coup. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Après, l'équipe Angular quand même a réfléchi, a vu qu'il s'apprenait et qu'il y avait vraiment moyen de penser les choses autrement. Et c'est là qu'ils ont introduit Angular 2. Donc Angular 2, c'est vraiment une révolution. C'est vraiment là où on a tout changé. Donc tout changé sur des aspects qui n'étaient pas forcément toujours pratiques du fait de la migration. C'est pas le sujet. La vraie grosse différence, c'est le passage des watchers à Zone.js. Donc Zone.js, c'est vraiment la brique qui va tout révolutionner. C'est Zone qui va s'occuper de gérer la réactivité. Donc Angular confie à Zone l'existence de variables. Zone dit la variable a changé, donc Angular sait qu'il doit réagir. Donc s'il ne se passe rien pendant 5 secondes dans vos variables, Angular ne fait rien. Parce que Zone ne lui dit rien. Par contre, si vous avez 18 changements par seconde, Zone va le prévenir 18 fois, et du coup c'est lui qui gère le truc. Donc vous êtes super réactif. Donc c'est super cool. Ça a permis plein de choses, entre autres en jouant avec les syntaxes TypeScript. Alors j'espère que tout le monde voit. Donc ça a permis d'écrire des choses comme ça. Donc là, si je prends un composant très simple, on a une partie template en haut, du coup, où on a un texte. Le texte est déclaré dans la partie code, du coup, dans la partie TypeScript. Et on va déclarer que toutes les secondes, on va modifier la chaîne de caractères. Du coup, toutes les secondes, instantanément, on va modifier le template. Donc là, à aucun moment, c'est ce que je disais par côté, c'est là qu'on parle de réactivité, c'est qu'à aucun moment je lui dis comment il doit mettre à jour. Je lui dis, je mets à jour ma variable est utilisée là, débrouille-toi, c'est pas mon problème, de comment c'est fait. C'est ça qui rend confortable, le fait qu'on peut se faire du web. On peut faire plein de choses du coup, parce qu'on peut aller aussi du template aux variables. Donc là par exemple, j'ai un input, à chaque fois qu'il change, j'appelle une méthode, la méthode va modifier la variable, comme la variable est mappée de l'autre côté, j'ai une boucle qui se crée. Et encore une fois, à aucun moment je lui dis vraiment comment il doit interagir, comment le template est connecté à la classe et compagnie. Ça, c'est Angular qui s'en occupe. C'est pas mon problème. On peut faire énormément de choses. Il y a des syntaxes comme le ngModel du coup, ou Banana in the Box, on peut voir aussi. Bref, l'idée c'est du two-way data mining. Donc ça c'est une particularité d'Angular. C'est l'idée de se dire on a une variable qui va être connectée dans les deux sens avec le template. Et là encore une fois, j'y ai juste dit map. C'est pas mon problème de comment ça se passe derrière. Et il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. On a une gestion de l'asynchronisme qui est assez pénible à gérer entièrement à la main. Là, j'ai pas à m'en occuper. Donc là, j'ai une promesse qui, quand elle est résolue, va éditer le texte. Et du coup, c'est mappé automatiquement. On a une syntaxe simplifiée qui est encore plus déclarative du coup ce coup-ci. Parce que du coup, j'ai même plus besoin de résoudre ma promesse moi-même. Je lui dis, tiens, une promesse, débrouille-toi. On peut faire énormément de choses comme faire du passage de données de parent à l'enfant, parce que là aussi on a de la réactivité, parce qu'on veut qu'à chaque fois que le parent change les données d'entrée, les enfants se rendent. Donc on a une syntaxe à base du @input, donc c'est pas trop verbeux, c'est plutôt explicite. L'output devient un peu plus verbeux, ça demande de prendre des réflexes, on comprend pas trop ce qui se cache derrière l'event emitter, mais soit, ça marche. Donc l'output, l'idée c'est de faire du coup de la communication de l'enfant vers le parent. On peut aller chercher à prendre des références vers les composants enfants avec le viewChild. Donc là, on voit qu'il c'est déjà très verbeux parce qu'on a de la répétition de type et c'est pas forcément naturel, surtout quand on se rappelle que normalement, il y a une partie des types qui sont censés être éliminés et compagnie, c'est pas toujours évident. On peut faire des queries sur un ensemble de composants. Donc là, c'est pareil. Là, du coup, il faut connaître les types et compagnie parce que sinon, c'est pas toujours clair de ce qu'on fait. Bon. C'est plutôt cool tout ça, mais comme je dis, vous commencez à le sentir, il y a quand même un peu de lenteur.
on a besoin de s'habituer au syntaxe et de comprendre plein de mécaniques qui ne sont pas forcément claires. Et il y a pas mal d'annotations, c'est pas toujours très clair ce qui se passe derrière. Il y a plein de types à mettre de partout, et c'est à nous de les connaître, parce que sinon on a des erreurs de compile de partout. C'est pas toujours clair. Mais, malgré le fait que ça soit verbeux et compagnie, c'est réactif, ça fonctionne, et on s'y est habitué, parce qu'Angular 2, c'est là depuis un certain temps. Mais l'équipe Angular s'est quand même dit, bon, il y a quand même une brique qui nous embête, c'est Zone. Je pense que la plupart d'entre vous ne savez pas ce que c'est Zone. Pourquoi? Parce que Angular, ils n'aiment pas Zone en fait. Ils l'ont un peu planqué sous le tapis et ils ont essayé le moins possible de vous donner ce qui se passe derrière, parce que c'est compliqué, et ils n'ont pas envie que tout le monde réfléchisse à ce qui se passe derrière Zone. Pourquoi? En fait, Zone, le premier truc qu'il fait, et c'est ça qu'il y a dans le polyfill.js qu'il y a dans vos bundles Angular, c'est il vient monkey patch l'intégralité de l'API JavaScript. Donc le monkey patch en général on n'aime pas trop. L'idée c'est que Zone vient réécraser la promise, par exemple, de JavaScript, et du coup va fournir la promise de Zone, et la promise de Zone va wrapper la promise de JS, et du coup va pouvoir créer de l'interaction comme ça. Le set timeout, quand vous faites un set timeout en Angular, vous faites un set timeout de Zone, qui vient wrapper le set timeout de JS, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour les setters, les getters, les proxys, en fait toute l'API JavaScript. Donc, vous vous sentez venir. Du coup, oui, c'est mieux que les watchers parce que c'est plus performant. Par contre, on monkey patch énormément de trucs. L'API JavaScript est de plus en plus grande, donc c'est de plus en plus d'un taf colossal de maintenir l'API fonctionnelle. C'est super lourd, parce qu'il faut le maintenir et c'est infect à maintenir. Et il y a un système de contexte dont je n'évoquerai pas parce que c'est hyper dur d'arriver à comprendre comment ça marche, mais c'est 2-3 optimes, mais du coup c'est des optimes de fous qui sont impossibles à comprendre. Et c'est très automagique. Comme j'ai dit, Angular le planque sous le tapis Zone. En général, Zone, on découvre qu'il existe quand on se tape les premières erreurs avec les grosses stack traces Angular, où on voit toute une couche Zone. On comprend rien ce qu'il y a derrière, parce que tout est minifié et compagnie, donc on ne comprend aucun nom. Et on ne sait pas quoi en faire. Donc en fait, c'est une brique qui nous facilite la vie, mais le moindre truc, on ne sait pas quoi en faire. Et il y a une limitation forte au combo Angular plus Zone.js, c'est que le niveau de réactivité est bloqué à l'échelle du composant. Vous êtes forcément obligé de re-rendre un composant entier avec Zone s'il y a une mise à jour. Vous ne pouvez pas être au niveau de la variable ou d'une balise HTML. C'est impossible. Parce que c'est inhérent au comportement de ce qu'il y a derrière. Ce qui est déjà bien mieux que le Watcher qu'il y avait avant. On va pas se mentir. Mais c'est une limitation forte dans le monde moderne qu'on est aujourd'hui, où on a des applications web qui sont extrêmement complexes et extrêmement grosses. On ne peut pas se le permettre. C'est là qu'arrive Angular 17 et qui introduit en version stable les signals. Si on veut être précis, c'est introduit en version 16 en expérimental. Je fais une petite parenthèse sur le côté expérimental qu'il y a aujourd'hui. Si aujourd'hui vous faites une application en V16, activez les signals en expérimental, profitez-en dès aujourd'hui. Le côté expérimental, c'est pas que c'est instable, c'est l'API peut évoluer au fil du temps. L'API des signals n'a pas évolué globalement entre la V16 et la V20 qui est aujourd'hui. Les signals ne sont pas prêts de mourir. Ce serait très étrange. Donc, utilisez-le. Passez dans le monde moderne, activez le flag, vous savez que ça ne bougera pas. Donc profitez-en dès aujourd'hui. Ne vous prenez pas la tête à attendre de basculer dans les versions stables. Donc, les signals, c'est quoi concrètement? C'est une mécanique pour gérer l'activité, qui est beaucoup plus fine. L'idée, c'est de gérer ce qu'on appelle de la fine-grain reactivity, donc la granularité fine de réactivité. Là, on va réagir à l'échelle d'une variable. Donc, on peut réagir que le strict minimum qu'il faut pour mettre à jour la vue quand une variable change de votre appli. Ce qui est vraiment incroyable. Le concept n'est pas nouveau, parce que Angular l'a introduit en stable en V17, donc il y a 2 ans et demi. Il y a 1 an et demi, 2 ans si on compte la V16. Mais en vrai, le concept vient de Solid.js qui a été introduit en 2019. Et l'auteur de Solid.js ne s'en le cache pas, il s'est complètement inspiré du pattern observer qui existe depuis aussi longtemps que la programmation objet, je pense. Donc, clairement, il n'y a pas de nouveauté dans ce truc-là. C'est juste, ils ont formalisé les choses d'une certaine façon. Et pour vous donner une petite idée aussi, l'auteur de Solid a fait un article où il explique comment il a construit les signals. La version naive du signals de Solid, elle fait 15 lignes. Zone.js, c'est des centaines de milliers de lignes. Donc,
coup, ça vous donne une petite idée de l'écart de complexité quand même. Ce qui change concrètement, un composant Signals, bah, finalement, c'est pas si différent que ça les composants qu'on avait avant. Donc on a toujours notre template, on a toujours notre variable. Bon, maintenant, on met plus juste la variable avec une chaîne de caractères vide, on fait signal chaîne de caractères. Bon, soit. Bon, un truc à apprendre. Vous avez peut-être tiqué sur le fait que maintenant il y a des parenthèses au niveau du texte dans le template. En effet, le signal c'est un accesseur, c'est pas une variable en direct, donc il faut mettre des parenthèses. Là, ça m'a fait tiquer la première fois que je l'ai vu parce on m'a toujours dit surtout pas d'appel de fonction dans les templates parce que c'est pas perf. Et là, l'Angular ils disent c'est la nouvelle norme. Ok, bon. Et ensuite, pour mettre à jour, bon, on fait plus de égal, on fait un point set ou un point update en fonction de comment on veut le gérer. Mais bon, ça, soit, pas bien grave. Mais du coup, c'est un peu de la sorcellerie en fait tout ça. Parce que là, on n'a quasiment rien changé et on dit que tout change. Alors oui, en fait, tout change. Avant, on était sur un paradigme différent. On se disait, on a une variable qu'on va affecter avec une valeur et on va s'arrêter là. Donc, il faut forcément quelque chose d'externe pour aller se rendre compte que quelque chose a changé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu les watchers, c'est pour ça qu'il y a eu Zone, d'autres frameworks ont eu d'autres idées. Mais en gros, il faut forcément quelque chose d'externe. Vu que là, une variable JS, vous pouvez me dire, préviens-moi quand ça change. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va faire ça. Et un signal, c'est une boîte. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Vous faites signal, vous mettez une valeur dedans. Donc là, n n'est plus une variable, mais une boîte qui contient une variable, et cette boîte possède certaines mécaniques. Donc on peut s'y abonner, on peut l'écouter, on peut voir la réactivité, on peut la modifier. Elle porte une valeur, et contient vraiment la valeur. Et si on change la valeur, il va y avoir une émission d'une information, du coup un signal, d'où le nom, ça ne sort pas nulle part, qui va prévenir le framework que quelque chose a bougé. Et du coup, là, vous voyez bien, là on sait précisément ce qui a bougé. Là, le Angular sait que n est devenu 3. Donc il sait que tout ce qui dépend de cette variable doit bouger. Il n'a pas besoin de chercher de faire une boucle de digest pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé à droite à gauche parce qu'il y a une partie de l'appli qui a bougé. Non, il le sait, c'est telle variable qui a changé. On peut continuer à dérouler du coup les exemples. Donc tous les exemples que je fais tout à l'heure, on peut les écrire avec des signals. Donc côté template, là ça ne change pas, sauf que les parenthèses que je disais, on appelle toujours notre méthode, et du coup notre méthode, au lieu de faire un égal, a fait un set. Bon, jusque là pas de changement. L'asynchrone, bah, ça marche tout pareil, sauf qu'on fait du set au lieu du égal. Donc jusque là pas de problème. Pour gérer certains cas, Angular introduit un concept intéressant qui s'appelle les computed signals. Donc, si vous avez eu l'habitude de créer des behavior subjects pour garder une variable, pour dériver une valeur en cas de changement et compagnie, ou alors de jouer avec les ng change pour qu'il y ait un truc un enfer à généraliser parce que c'est des patterns qui deviennent très vite lourds, très vite complexes, très vite difficiles à suivre. Les computed, c'est simple. Là, je lui dis, j'ai une variable qui est calculée, d'où computed, à partir d'un autre signal. Donc là, le signal, c'est texte. Donc je lui dis this text replaced. Et là, automatiquement, Angular a créé un système qui est réactif, où à chaque changement de texte, ma computed va être actualisée. Et question text va contenir la nouvelle valeur. Et il va la calculer uniquement à chaque fois que texte change. Pas dans un boucle de re-rendu ou je sais pas quoi, comme on voit dans certains frameworks. Ce qui est quand même très très fort. Parce que là, je ne lui ai pas dit le comment, j'ai vraiment dit le quoi. Je veux qu'il se passe ça. On a d'autres manières de réagir. Si on ne veut pas changer une variable, mais créer des effets de bord, donc là par exemple, j'ai mis un console log, mais on pourrait imaginer faire un appel réseau à chaque fois que l'ID de notre page change ou quelque chose comme ça. On va utiliser les effects. Donc là, je lui dis, je veux que tu m'affiches le texte à chaque fois qu'il change. Donc je lui dis, effect, fonction, console log texte égale, virgule, l'appel de mon signal texte. C'est parti. Automatiquement, il sait que la dépendance de l'effect, c'est le texte et qu'il doit le recalculer à chaque fois. Donc si vous êtes déjà passé par le monde React, l'effect ici, c'est la même chose que l'useEffect. Juste, vous n'avez pas la notion de dépendance. C'est Angular qui la calcule automatiquement. Et vous n'avez pas besoin de compilation pour ça. On peut réécrire tout, comme je disais, à base de signal, parce qu'évidemment, on se projette. Tout doucement, il y a de plus en plus, donc je ne vais pas montrer 100% des signals, parce qu'il y en a beaucoup maintenant.
Les inputs se simplifient. Donc maintenant, on passe en input signals. Les outputs se simplifient aussi. Beaucoup moins de redondance. On s'en fiche qu'il y ait un event emitter, c'est pas le sujet. Moi, je suis utilisateur du framework Angular, je m'en fiche de savoir qu'il y a un event emitter sur le cabot. Moi, je veux déclarer qu'il y a un output. Et pour les queries, c'est pareil, on simplifie. Beaucoup moins de redondance, beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Donc, c'est la vie, les signals. On adore. Franchement, il n'y a pas de raison de ne pas adorer. C'est beaucoup plus simple. La mécanique derrière, je vous l'ai dit, il n'y a rien de très compliqué. C'est des patterns qui sont connus. Tout est mieux au niveau de la gestion de l'asynchrone et compagnie. On n'a plus à gérer une mécanique d'asynchrone comme on faisait dans certains cas avec des bidouilles quelconques parce qu'on n'avait rien de mieux avant. Et j'ai même un bonus, c'est en fait, ça va peut-être bientôt devenir un standard. En effet, il y a un proposal au niveau du TC39, donc qui est l'organisme qui régit la norme d'ECMAScript, donc la norme qui définit ce qu'il y a dans JavaScript, pour que ça devienne une brique native. Donc si ça devient une brique native, ça veut dire que tous les frameworks pourront l'utiliser, déjà, pas que Angular et Solid, et vous pourrez l'utiliser par exemple en Node. Parce qu'en effet, dans certains cas, ça fait sens. Si vous avez une application qui fait du push de données vers vos fronts, ça veut dire que vous pourrez utiliser des signals aussi. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis du coup la proposal et que je suis abonné à toutes les notifications des updates, des issues de partout. Les seuls débats, c'est du naming. Le fond, tout le monde est d'accord pour dire on a besoin de ça. Parce qu'on n'a rien aujourd'hui dans JavaScript qui permet de faire ça, alors qu'on en a besoin. Là, le débat les plus forts, c'est des noms de méthodes où ils ne sont pas d'accord sur comment il faudrait les nommer. Voilà. Donc autant dire que je suis sûr que ça va arriver. Il va y avoir un peu de temps, parce que c'est toujours un process long pour être sûr que tout fonctionne, mais c'est sûr que ça va arriver. Pour la petite anecdote d'ailleurs, pour faire une proposal, il faut venir avec un polyfill, donc une version moquée du coup de l'API qu'on veut faire pour pouvoir qu'il y ait des tests qui soient faits. Le polyfill proposé, c'est l'implémentation des signals d'Angular qui a été prise. Alors que ce n'est pas la plus vieille, parce que dans les faits, ils se sont rendus compte que c'était la plus simple, et à la fois la plus simple et plus perf. Tant mieux, c'est déjà le framework. Donc, du coup, on se dit, bah, Zone, c'est fini. Bah alors, presque. C'est pas tout à fait fini. Alors, dans le sens où 100% de toute la réactivité d'Angular ne peut pas être remplacée par des signals aujourd'hui. On a quelques edge cases. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est assez complexe. Et Angular l'équipe Angular les décriront mieux que moi. Mais aujourd'hui, on en est au point où depuis la version 19 d'Angular, on a un flag pour la création de projet pour passer en mode zoneless. Donc se débarrasser de zone pour tester notre appli. Et on peut activer un mode zoneless depuis la V20 pour plein de choses, pour essayer de voir ce que ça donnerait sur notre appli, voir s'il y a des edge cases. Ce qui fait qu'on peut déjà commencer à transitionner. Clairement, c'est la vision d'Angular aujourd'hui, c'est d'aller chercher le zoneless le plus vite possible. J'ai pu discuter avec quelqu'un de la core team récemment, et vraiment c'est un objectif fort de la core team aujourd'hui. C'est de se débarrasser de zone, qui pose trop de problèmes et qui a trop de complexité et qui a un vrai problème aujourd'hui. Donc clairement ça va venir. Tester votre app dès aujourd'hui, c'est facile, donc profitez-en. Aujourd'hui on est en développeur preview sur la V20, vraiment tous les outils sont là pour essayer et voir ce qui se passe. L'équipe attend vraiment des retours, donc testez vos apps, c'est le moment. Alors là, on est à peu près à la moitié de la conf. Et en fait, j'ai oublié la moitié du titre, si vous réfléchissez. Parce que le titre, c'était Adieu RxJS, vive les signals. Mais j'ai pas parlé d'Rx. J'ai pas parlé d'Rx. Bah, c'était pas une erreur. Hein. Parce que en fait, on s'en fiche d'Rx. Utiliser Rx pour la réactivité, c'est une erreur en fait. C'est pas fait pour ça. Mais du coup, c'est fait pour quoi Rx? Voilà, reprenons de la base. Donc, on dit toujours Rx, mais c'est RxJS. Donc, acronyme, on va le décomposer. ReactiveX for JavaScript. Donc, ReactiveX, c'est une spécification qui a été définie initialement chez Netflix et qui était orientée pour les back-end. Pour faire à la fois de la communication réactive de back-end à back-end, sur des flux, et de back-end à front-end dans certains cas. JavaScript, je ne vous le détaille pas, normalement vous savez ce que c'est. J'espère en tout cas. ReactiveX, ça se décrit comme ça. Sur le site, c'est ça qui est marqué. An API for asynchronous programming with observable streams.
Donc là, si vous suivez bien, il n'y a aucun moment où on parle de réactivité, on ne parle pas d'UI, on parle de flux, on parle d'event, et on parle d'asynchrone. Et vraiment, RX n'a aucune notion d'UI à la base. Le fait d'utiliser du RX pour faire de la réactivité dans le front Angular, c'était presque un hack. C'était pas fait pour ça. Parce qu'on gérait clairement pas ce qu'il faut, on n'utilisait pas le bon outil pour ça. Et pour confirmer ce que je dis, le côté que il n'y a aucune notion d'UI, pour ceux qui en ont déjà fait du Nest.js, ou qu'on a entendu parler au moins, c'est un framework 100% back-end, très inspiré d'Angular, ça c'est un autre problème, qui est entièrement basé sur RX. Et dans Nest, regardez la doc, il n'y a aucune notion d'UI. Vraiment zéro. RX se base sur un pattern qui n'a rien à voir, qui se base sur un concept qui s'appelle l'observable. Je vous ai dit, les signals, c'est un pattern observer. Là, c'est observable. C'est pas la même chose. Un observable, c'est un élément qui est stateless, qui est lazy et qui est purement fonctionnel et immutable. Donc, un observable, il n'y a pas de données dedans. Parce que le but, c'est de transiter des flux. C'est de définir un flux de données auquel il va y avoir des événements qui vont passer dedans. C'est lazy au sens où tant qu'il n'y a pas de données, tant qu'il n'y a personne qui l'écoute, aucune donnée ne transitera. Un signal, c'est stateful, comme je le disais tout à l'heure. Il possède une donnée à un instant T. Un observable, vous ne pouvez pas lui demander quelle est ta valeur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est purement fonctionnel et immutable. Donc, le but d'un observable, c'est de décrire un comportement qu'on voudrait, ou un traitement qu'on voudrait appliquer sur un flux d'événements. On n'est pas du tout sur une notion de réactivité. On peut faire des ponts, par contre, entre signals et observables. Ça a du sens dans certains cas. Si vous faites un appel back-end, aujourd'hui en Angular, vous le faites avec le HTTP client, il y a de fortes chances. Le HTTP client vous renvoie un observable. Vous pouvez faire un toSignal pour le récupérer. Et vous pouvez faire l'inverse, partir d'un signal pour faire un toObservable, et du coup obtenir un observable pour le manipuler avec les opérateurs RX. C'est pratique dans certains cas. Je fais un point d'étape. Je vais citer Tracy Lee, qu'on voit là en petit, qui elle-même cite une conf de Ben Lesh. Donc Ben Lesh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur d'RxJS, enfin, et de tout l'aspect ReactiveX. Lui, il le décrit comme ça. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai dit jusque-là. Les observables, c'est généralement stateless. Les signals, c'est là pour maintenir un état. Les observables, c'est là pour gérer un ensemble de données au fil du temps. Les signals, c'est fait pour gérer une seule valeur. Les observables se basent sur une notion de push d'un ensemble de données, là où les signals, c'est là pour lire une valeur. Les observables, ça se convertit en signals assez facilement, parce que c'est logique, c'est une projection du dernier événement émis. Un signal peut se convertir en observable, mais ça ne fait pas forcément sens. Parce que ce n'est pas la même logique derrière. Du coup, les signals, est-ce que c'est peut-être pas si bien que ça, en fait? Bah, moi, je trouve que si. Pourquoi? Comme je disais, l'API est beaucoup plus simple. Il ne faut pas détester les signals du fait que c'est beaucoup plus simple. La simplicité, c'est vraiment ce qu'on cherche des fois. Oui, c'est beaucoup moins complet. Oui, vous n'avez aucun opérateur RX. Mais il y a plein de cas où vous n'avez pas besoin de ça, en fait. La puissance d'RX, bah, elle est bien quand vous en avez besoin. Quand vous n'en avez pas besoin, autant faire des choses simples. Pourquoi prendre un bazooka pour tuer une mouche? Ce qu'il faut faire attention avec les signals, c'est que ça a été pensé pour simplifier la création des composants et simplifier aussi l'introduction des nouveaux dans Angular. Donc, quand ça fait longtemps qu'on fait de l'Angular, ça va simplifier notre quotidien, rendre tout plus clair et nous donner plus la main sur tout ce qui se passe. Là où un nouveau va beaucoup plus facilement prendre la marche de la création de composants dans Angular. C'est vraiment ça l'objectif aussi. Bon, par contre, c'est pas toujours simple de comprendre quand est-ce qu'on fait l'un, quand est-ce qu'on fait l'autre. Je sais que c'est beaucoup le débat que j'ai avec des gens. Donc je vais prendre quelques cas concrets. Le client HTTP. Premier exemple pour moi, c'est du RX depuis Angular 4. Au début c'était un peu plus compliqué, mais voilà. Aujourd'hui c'est du RX. Il n'y a aucune chance que ça change. J'ai déjà discuté avec des gens très proches de la core team ou de la core team. Il n'y a aucune chance que ça change. À aucun moment ils n'envisagent de changer ça. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Il faudrait casser l'API pour pouvoir changer ça. Il faudrait changer complètement les pratiques, et c'est pas ce qu'ils veulent sur ce coup-là.
Et il y a plein de mécaniques qui se cachent derrière. Les interceptors, ça fonctionne aujourd'hui parce qu'il y a du RX. Si vous enlevez RX du client HTTP, les interceptors, ça ne peut plus fonctionner. Les interceptors, c'est quand même un truc très fort d'Angular, donc on n'a pas envie de l'enlever. Il y a plein d'autres choses qui se passent derrière, et du coup, clairement, ça ne bougera pas. Vous pourrez me dire, oui, il y a eu récemment, il y a eu les ressources et RX Resources qui sont introduits. Même en Angular 20, là, on a HTTP Resources qui est introduit. Oui, c'est là pour faire des ponts plus faciles entre des signals et RX et les clients, enfin, et les requêtes HTTP. Mais il y a des limitations à ça. Typiquement, le RX Resources, on peut du coup faire n'importe quelle requête HTTP. HTTP Resources, c'est pareil. Mais attention, typiquement, HTTP Resources, oui, il utilise le client HTTP derrière. On le masque, mais on l'utilise. Et le deuxième point à prendre en compte, c'est que ça a été fait que pour du GET. Si vous voulez faire de la mutation de données, ça peut marcher. Mais il y aura plein de edge cases. Parce que ça n'a pas été pensé pour ça. Et la doc le dit très bien. Ne faites pas de mutation de données avec HTTP Resources. Ce n'est pas la logique. On parle bien de ressources. Le but, c'est de pouvoir récupérer des données. Si vous avez déjà fait un peu de React avec React Query, l'idée de ces choses-là, c'est vraiment d'aller chercher une partie de React Query, de l'introduire dans le framework. Parce que c'est souvent ce qui manquait. De pouvoir gérer le côté retry, refresh un peu transparent. Et là, du coup, on l'obtient de manière plus déclarative qu'avant. Mais à aucun moment, on vise à remplacer RX dans cet aspect-là. A l'inverse, pour l'état interne des composants, là, c'est tout l'inverse. Là, c'est full signal. La tendance, c'est ça. En fait, si vous avez déjà joué avec du change detection on push sur vos composants, l'idée, c'est de se dire qu'à long terme, le but, c'est de passer en on push par défaut et qu'il n'y ait plus que les éléments de réactivité qui fonctionnent. Ce qui va simplifier énormément de choses, ce qui va rendre tout beaucoup plus simple, ce qui va simplifier tous les flux de traitement. Par contre, si vous avez déjà fait du on-push, ça implique des choses. Vous le savez. Changer une variable, c'est pas pris en compte et compagnie. Un signal, ça sera pris en compte, parce que c'est comme ça que ça fonctionnera. On va y aller tout doucement, l'équipe nous accompagne, il y a des outils pour transitionner tout doucement, comme avec les standalone, comme avec tout ça. Le but, c'est pas de laisser tout le monde sur le carreau. Si vous êtes curieux, j'ai discuté avec quelqu'un de la core team récemment, venez me voir après, je peux vous donner plein d'infos sur comment ça se passe chez Google et pourquoi ça marchera. Et je suis sûr que ça a marché et qu'on va être accompagné vraiment jusqu'au bout. Autre cas, Reactive Form. Alors, les Reactive Form, c'est basé entièrement sur RxJS. On va pas se cacher, c'est basé entièrement dessus. L'API expose des observables. C'est logique vu que l'idée c'est de réagir aux événements qui se passent sur notre formulaire de manière déclarative. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Et quand les Reactive Forms ont été introduits, ça n'a pas fait disparaître les templates forms. Ça a juste ouvert une autre option. Si vous suivez un peu ce qui se passe dans le monde Angular, ou peut-être les fausses annonces annoncées par des IA, parce que ce n'est pas encore fait, hein, la communauté parle d'un signal form. Oui, c'est en réflexion côté core team, il n'y a rien de fait. Ils sont encore en train de réfléchir à comment ils veulent penser l'API, donc il n'y a vraiment rien de fait. Donc si vous lisez un article qui vous dit la V20, il y a le Reactive Form, les Signal Forms, oubliez, hein, c'est faux. Hein. Ils en sont clairement pas là. Mais oui, ça va arriver. Parce que oui, on a des problématiques aujourd'hui qui introduisent 2-3 complexités si on fait à la fois du Signals et du Reactive Form. Et du coup, le but, c'est de les tacler. Côté service, alors là, je vais faire, la réponse de la personne qui veut froisser personne. Je vais dire ça dépend. J'ai un parti pris qui serait plutôt de dire je vais faire du RX, comme j'ai toujours fait, parce que j'estime qu'un service, c'est là pour exposer quelque chose qui peut changer au fil du temps et qui est partagé. Donc, pour moi, c'est plutôt une notion d'événement. Maintenant, je sais qu'il y a une partie de la communauté qui a plutôt tendance à dire mettre des signals dans les services, ça marche bien, et il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Pour moi, c'est du cas par cas. Voyez au cas par cas. Le seul truc qu'il faut se dire, c'est que pourquoi je vais plutôt pousser moi les RX de prime abord sur la partie service, c'est que si vous mettez des signals d'un côté et des RX de l'autre, il y a forcément un moment où vous allez vouloir combiner vos signals et votre RX, et du coup vous allez passer votre temps à jouer avec les opérateurs de conversion, ce qui va alourdir votre code, créer du bruit, et pas forcément vous faciliter la vie. Maintenant, à vous de voir. Je ne suis pas dans vos apps pour décider votre place, c'est à vous de décider. Tout ce qui est Global State Management, historiquement, c'est basé sur RX. Donc, il y en a plein, je vais en citer deux, NGRX et NGXS. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un global state.
tout est pensé sur RX, tout exploite les opérateurs RX, c'est optimisé pour RX, donc on se dit que ça va pas changer. Eh bien si, parce que les gens qui sont derrière, évidemment, ont réfléchi. Il y a deux manières de faire. La première, c'est NGXS, qui, eux, se sont dit, on va rien toucher au store, on veut accompagner les gens vers la transition. Les signals, c'est fait pour gérer l'activité des composants, donc on garde tout l'historique côté store, et on va juste changer la manière dont on le map. Donc historiquement, on faisait comme ça, donc très verbeux, on fait beaucoup d'appels, on a plein de types, on a de l'injection dans le constructeur, on fait un Z-store select qu'il faut apprendre par cœur. Maintenant, on fait ça. Vous faites directement select, lui il va masquer toute la complexité et vous fournir directement un signals. Donc là, animals, c'est un signals, alors que mon state derrière est 100% basé sur RX. Si vous simplifiez complètement la vie. Donc vous avez le meilleur des deux mondes, je trouve. Vous avez à la fois les composants faciles et à la fois le store facile. C'est quand même pas mal. NGRX, ils ont choisi une autre voie. C'est de se dire, on va faire réécrire les stores. Parce que si les signals, ça marche dans les composants, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les stores. C'est un choix. Donc, on va avoir, je ne vais pas détailler toute la syntaxe parce que c'est un peu verbeux, mais on va retrouver tout ce qu'on avait avant, si vous avez déjà fait du NGRX. On va avoir un type on va déclarer notre état sous forme de type, on va le déclarer l'état initial, et ensuite on va avoir des fonctions avec une API très proche de ce que fait Angular avec la nouvelle mouvance fonctionnelle, de justement pouvoir tout déclarer comme ça. On a des ponts avec RX, dont je vais parler un petit peu après. Au niveau de la déclaration, ça reste super simple, je trouve. Ce qui est poussé par l'équipe, c'est ça. Donc vous mettez votre read-only. Eux, ils préconisent le read-only. Je dis que c'est pas obligatoire. Mais l'idée, c'est vous injectez votre store et let's go. Et en fait, le store, là, va déjà être un signal et va déjà tout vous donner, sous forme de signal. C'est vraiment pensé comme ça dès le début. Par contre, du coup, ça implique de réécrire les stores, ou alors de faire cohabiter des signal stores et des stores NGRX classiques à base d'RX. C'est une voie que je ne suis pas forcément très fan dans l'absolu, mais ça dépend de votre appli, ça dépend de plein de choses, et je comprends la mouvance. Brandon Roberts, qui est derrière le projet, c'est quelqu'un qui réfléchit très loin. Donc, je ne suis pas à critiquer fondamentalement son choix, je suis juste à dire c'était peut-être pas forcément le meilleur tout le temps. Pas dans tous les cas. Et évidemment, on connaît l'historique d'RX, donc il lui-même sait que c'est pratique dans plein de cas, donc il y a des ponts pour faire du RX dans les signal stores, parce qu'il y a quand même des cas de gestion qui sont quand même beaucoup plus simples. Là, l'exemple, c'est par exemple, là, on va faire un load, où du coup on a un debounce, un distinct engine change, on a un effet de bord avec un tap pour faire du patch, et on a du switch map. Je vous défie de l'écrire avec des signals. Vous allez vous casser les dents, hein. Je vous le dis clairement, vous allez vous casser les dents. C'est là où on voit que RX est très fort. C'est que là, vous lui dites ce que vous voulez, de nouveau, c'est déclaratif, et c'est lui qui se débrouille sur le comment. Le bon outil pour la bonne tâche. Si je fais un récap, parce que je vous ai balancé énormément de trucs, énormément de concepts, énormément de termes. Si vous devez dire un seul truc, c'est les signals, c'est pour gérer les états et la réactivité dans les composants. Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, faites pas des signals. C'est pas le bon outil. Même si ça peut paraître simple, même si ça peut paraître sexy parce que c'est les nouvelles API, les nouveautés, c'est pas le bon outil, vous allez vous casser les dents au moment. A l'inverse, RX est là pour gérer tous vos flux de données. Donc, si vous en servez pour gérer de l'état, de nouveau, c'est pas le bon outil, passez sur des signals. Soyez pragmatiques. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Je vais citer Ben Lech qui le dit un petit peu différemment que moi. Parce que lui-même voit des mauvaises pratiques qui se promènent. Ce qu'il dit, c'est premièrement, utiliser les signals pour du state management, pas les observables. Utilisez les observables pour tout ce qui est annulation et tout ce qui est coordination d'événements. Et n'essayez surtout pas d'utiliser les signals comme si c'était du RX. Ce n'est pas du tout le même pattern, ce n'est pas du tout le même concept, ce n'est pas du tout le même objectif. Si vous commencez à vouloir utiliser des signals comme vous faisiez avec un observable ou des subjects, vous allez vous casser les dents. Ne le faites pas. Je vous laisse ma diapo de feedback. Si vous voulez. Sinon, vous l'avez sur le site. Je vous laisse quelques secondes. Je reviendrai dessus après, je pense. Parce que je l'ai mis un peu tôt en le déroulé. Hop.
Je mets mes liens, du coup, un récap. Du coup, moi, c'était Anthony. Je vous laisse mes réseaux sociaux si vous voulez. Il y a l'adresse de mon blog et l'adresse de mon GitHub avec mes talks. Donc, vous retrouverez tous les slides et mes autres talks aussi. N'hésitez pas à me suivre, je publie régulièrement. Donc, et je suis open aux discussions. Donc, si vous n'osez pas poser les questions maintenant ou me voir dans la journée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur les réseaux. Je suis ouvert à la discussion. Merci d'applaudir Anthony.